que nous avons, c'est la motion de censure. Et la fin justifie les moyens. La fin justifie une drôle d'alliance entre les Che Guevaristes de Carnaval et les complices du Rassemblement national aux côtés de Michel Barnier. Mais madame, il faut dire les choses franchement. Une motion de censure, c'est un acte dont disposent les parlementaires pour faire face à le discours du Rassemblement national. Mais je ne sais pas ce qu'a dit le Rassemblement national, madame. Mais en l'occurrence, si je peux me permettre, par exemple, de raisonner par l'absurde, qu'est-ce que vous me dites? C'est que, en fait, le budget, je ne suis pas d'accord avec. Il va avoir un impact qui est un impact négatif pour les Français, donc je devrais le laisser passer. Vous voyez bien qu'à partir du moment où le gouvernement utilise l'article 49.3, eh ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la possibilité de censurer. C'est pas un symbole, justement, il n'y a aucune alliance sur le avec le Rassemblement. Historique. Madame, il n'y a aucune alliance avec le Rassemblement national. Tout le monde sait très bien. Il y a une convergence d'intérêts, tout au moins. Il y a un vote commun sur la censure. Et comme vous passez une bonne partie de votre discours à dénoncer la complicité ou la compromission du Rassemblement national et du gouvernement, voilà, c'est une situation un peu bizarre. Il y a un effet miroir qui est un peu paradoxal. Mais bon, si vous voulez, on peut faire la liste. Moi, je suis un peu fatigué de vous avez voté avec, parce que si vous voulez, on peut regarder toutes les lois qui ont été votées par le gouvernement macroniste avec les voix du Rassemblement national. Là, c'est plus important et plus grave qu'une loi. Vous venez de le dire, c'est l'histoire, c'est un gouvernement qui tombe. Oui, monsieur Cohen, mais ça n'a pas la même signification. Parce que quand vous votez une loi ensemble, c'est que vous êtes d'accord sur le contenu de cette loi. Quand deux formations politiques décident de censurer le gouvernement, ils ne proposent pas ensemble un autre projet. Donc c'est plus grave de voter une loi avec le Rassemblement national que de voter une motion de censure en même temps que le Rassemblement national. Et c'est justement le problème. Vous ne proposez pas d'autres projets, donc il n'y a pas de perspective derrière la censure. Il y a un saut dans l'inconnu. Attendez, on va y venir. Mais ne jouez pas avec les mots. Je ne vous ai pas dit que nous ne proposions pas d'autres projets. Je vous ai dit que nous ne proposions pas de projet commun avec le Rassemblement national. Avec la majorité qui fait tomber. Nous avons un projet commun à proposer. Nous l'avons défendu au moment des élections législatives. D'ailleurs, j'observe que c'est le projet politique autour duquel il y a une coalition parlementaire qui est la plus importante de l'Assemblée nationale. Non, pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Je vous parle des coalitions qui se sont présentées devant les électrices et les électeurs. C'est vrai, mais la coalition d'aujourd'hui, c'est 220 députés avec Ensemble et LR. Ça ne m'a pas échappé, mais ça ne vous aura pas échappé, puisqu'on essaye d'être honnête dans notre discussion, qu'il y avait d'un côté les candidats macronistes et de l'autre côté les candidats les républicains. Ce que je vous disais, c'est que la transparence vis-à-vis des électrices et des électeurs, c'est que nous avons proposé ensemble un projet, le nouveau Front populaire, et que c'est le bloc politique qui dispose du plus grand nombre des députés pour le mettre en raisonnement. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est le jeu des forces parlementaires de nouer des alliances au sein d'un hémicycle, au sein d'un parlement et de constituer des majorités. Et là, le socle le plus large, c'est pas le vôtre. Mais si vous n'avez pas été choqué par le fait que le Premier ministre, après des élections législatives qui voient le bloc le plus important à l'Assemblée nationale être celui du nouveau Front populaire, si vous n'avez pas été choqué par le fait que le Premier ministre qui a été nommé soit celui d'une formation politique qui a fait moins de 6% des voix aux élections législatives... Si, ça faisait partie des interrogations, je peux vous dire sincèrement, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui ont été choqués par ça, qui disent on a voté plus à gauche et on a un Premier ministre de droite. Forcément, c'est choquant. Ça n'empêche pas de rappeler les équilibres actuels de l'Assemblée nationale. Mais je ne les ai pas contestés. Je vous ai présenté la transparence devant les électrices et les électeurs au moment des élections. Nous avions un projet à présenter devant les électrices. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus député, a tenu à être présent cet après-midi à l'Assemblée pour apprécier le moment. Selon le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, il y avait quoi, une forme de gourmandise à voir un Premier ministre, un gouvernement chuté? Mais madame, moi je ne me cache pas. Je combats ce gouvernement, je combats ses orientations politiques et je pense qu'effectivement le faire tomber aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les Français. Et donc oui, je m'en satisfais. Ça ne vous donnera pas un budget plus à gauche? Ça ne me donnera pas un budget plus à gauche, ça on verra, ça dépendra de l'après, de quel sera le gouvernement qui sera mis en place. Mais en tout cas, pour être très concret, ça permettra aux retraités d'avoir leurs pensions de retraite qui seront intégralement revalorisées sur la base de l'inflation au 1er janvier. Ça évitera une augmentation de 50% des taxes sur l'électricité. Ça évitera la suppression de 4000 postes d'enseignants. Donc vous voyez, ça permet quand même d'avoir un certain nombre de il y a d'autres mesures qui vont défavoriser certains Français, exactement. Lesquelles certains Français qui n'étaient pas imposables, qui vont le devenir. Non, mais alors ça, franchement, c'est bien. Au moins pour le mois de janvier. C'est bien, mais non, mais jusqu'à ce qu'un nouveau budget soit voté. Tous les gens qui nous écoutent doivent comprendre que excusez-moi, je sais que vous le reprenez, mais cet élément de langage est un élément de la part du gouvernement de propagande, pour une raison très simple que tout le monde doit comprendre. Vos déclarations d'impôts, madame, vous les faites à partir du mois d'avril, du mois de mai, du mois de juin. Bon. Oui, c'est évidemment que dans le budget de l'État, il était prévu de réindexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Tout le monde sait
tout le monde sait qu'une fois que ce budget est tombé, il y aura au mois de janvier ou au mois de février un budget rectificatif. Et que cette réindexation du barème de l'impôt sur le revenu sera remise en place. La preuve, toutes les forces politiques disent qu'elles sont d'accord avec la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Donc franchement, c'est un argument de mauvaise foi. Mais j'ai entendu quand même beaucoup d'arguments de mauvaise foi ces derniers jours, que je trouve quand même assez stupéfiants. Sur l'impôt sur le revenu, on a entendu quoi? Les cartes vitales qui ne vont plus fonctionner. Ça, c'est Elisabeth Borne. Stop, il faut pas... Moi, ce que j'ai regretté, si vous voulez, de l'intervention de M. Barnier hier, c'est que s'il pense que son budget est bon, il a le droit de le penser, mais qu'il convainque, qu'il n'utilise pas des arguments mensongers, de mauvaise foi, pour faire peur aux gens. Je trouve que c'est pas sérieux. Une phrase d'ailleurs prononcée hier par Michel Barnier, qui en appelait encore au réflexe de responsabilité des députés, mais il soulignait que l'enjeu dépassait sa personne. On écoute. Les dorures qui sont autour de nous, les voitures officielles, les gens de la République, je m'en fous. C'est pas le sujet, c'est pas moi qui suis en cause. Ce qui se passe dépasse très largement ma seule condition. Vous combattez l'homme politique, mais vous respectez cette phrase qui dit son désintéressement. Mais évidemment, madame, moi je ne combats pas Michel Barnier en tant qu'individu, c'est pas mon sujet. Je vois les orientations politiques qu'il propose au pays, je vois l'impact que ça aura sur les Françaises et les Français, je vois l'impact que ça aura aussi sur la situation économique de notre pays, sur sa capacité par exemple à faire face à des grands défis qui sont devant nous, je pense au défi de l'urgence écologique, et c'est cette politique que je veux faire tomber. Bien évidemment, je n'ai rien contre la personne de M. Barnier. Michel Barnier ne sera plus Premier ministre là dans les heures qui viennent. Il sera démissionnaire. Enfin, il sera démissionnaire. Démissionnaire, mais voilà. Son successeur n'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence qu'après les élections législatives? Qui à Matignon? Lucie Castet. Ça fonctionne plus? Et est-ce que c'est sur la base du programme du NFD et rien que ce programme, ou est-ce que vous êtes prêt quand même à des discussions, à des négociations? Mais madame, si... On a l'impression de tourner en rond, de revenir à la case départ. J'entends bien, mais j'ai envie de vous dire, la responsabilité... C'est comme au mois d'août, mais en plus froid. La responsabilité de cette situation, c'est quand même celle du président de la République. Donc, très bien. Mais là... Non, mais je réponds à votre question maintenant de manière très simple. Moi, je dis la même chose que ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire il y a un bloc politique aux élections législatives qui dispose du plus grand nombre de députés. Un tiers des députés. Attendez, je vais y venir. Ça ne m'a pas échappé que nous n'avons pas de majorité absolue. Personne n'en a. Qui risque donc une motion de censure dès les premiers jours de son gouvernement. Je ne vais pas vous raconter des mensonges. Personne n'en a. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis le nouveau Front populaire, puisque c'est le bloc politique cohérent, celui qui s'est présenté ensemble devant les électrices et les électeurs, qui dispose du plus grand nombre de députés, doit être en capacité de constituer un gouvernement. Et la base de la politique gouvernementale doit être le programme sur lequel ce bloc a été élu. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va à l'Assemblée nationale, on dépose des propositions de loi, et ensuite il y a du débat parlementaire. Parce que là, tout le monde me dit... Ce discours, on l'a tellement entendu, et madame, ça aboutit à Michel Barnier à Matignon. Non, mais d'accord, mais ça aboutit. C'est pas par magie, madame, ça aboutit parce qu'il y a un homme... des refus. Non, ça aboutit parce qu'il y a un homme, le président de la République, qui a décidé d'inventer une nouvelle règle, qui était la règle de « je vais nommer un gouvernement qui ne sera pas censuré pour avoir un budget ». Vous avez vu le résultat aujourd'hui? Oui. Parce que moi, je veux bien, mais on nous a dit à l'époque, on nomme M. Barnier parce qu'on a une garantie en quelque sorte qui ne sera pas censurée, et ce soir on est en train de parler de la censure de M. Barnier. Donc excusez-moi, mais c'est le président de la République qui a inventé une règle qui ne fonctionne pas. Et avec votre budget que vous présenterez, vous pourriez avoir 2 tiers de l'Assemblée contre vous. Donc on n'avancera pas. Ben, c'est une possibilité, c'est la raison pour laquelle je vous dis, soit M. Macron veut nous laisser notre chance, soit M. Macron prend acte de sa responsabilité dans la situation de blocage dans laquelle on est, et dans ce cas-là, il doit en tirer des conséquences personnelles. Donc, ça veut dire qu'il doit, lui, s'en aller. Ouais. Bah, écoutez, moi, je le dis avec franchise. Et ça vous semble pas logique que ce soit plutôt les députés qui tirent les conséquences de cette situation? Parce que cette Assemblée, elle ne bougera pas encore pour 9 mois, 8 ou 9 mois. Monsieur, s'il vous plaît. Elle restera intacte, quel que soit le président. Les équilibres, le pouvoir est à l'Assemblée, il n'est pas à l'Élysée. Mais monsieur, bon, d'abord, on nous a dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut faire des compromis, etc. Nous, on a essayé. Enfin, excusez-moi, mais évidemment qu'on a essayé. Quand M. Barnier propose son budget à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant 15 jours, moi j'ai siégé pendant 15 jours, contrairement d'ailleurs à des députés macronistes qui n'étaient pas trop là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé avec mes collègues du Nouveau Front Populaire des amendements et j'ai cherché à convaincre une majorité de députés de voter mes amendements. On a réussi à faire voter des amendements pour mettre à contribution les milliardaires, les plus riches, les grandes entreprises, les multinationales. On a réussi à faire voter des amendements par une majorité des députés. Et à la fin, M. Barnier vient, prend tous nos amendements
et les met à la poubelle. Donc si vous voulez chercher la responsabilité aujourd'hui de l'absence de recherche, de consensus ou de compromis, pardonnez-moi, mais c'est pas vers moi qu'il faut se tourner. Donc je prends acte du fait que le bloc macroniste est incapable de faire des compromis avec qui que ce soit. Donc je dis, si Emmanuel Macron n'est pas capable de dire, on en a fait la démonstration là. Non, pour l'essentiel, les mesures dont vous parlez, elles ont été votées par la gauche, et seulement par la gauche, à quelques exceptions près de mesures votées par le MoDem. Mais est-ce qu'elles ont été reprises, ces mesures ? Non, par M. Barnier. Donc vous voyez bien que c'est M. Barnier qui porte cette responsabilité. Elles ne sont pas nées d'un compromis, c'était des mesures de gauche que vous avez fait passer en commission. D'accord, mais le compromis se construit à l'Assemblée nationale. Mais pour le compromis, justement, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, a peut-être une solution pour poursuivre ce compromis. Il veut un Premier ministre de gauche avec des compromis, mais pour cela, lui, il propose un pacte de non-censure avec tous les groupes, sauf avec le Rassemblement national. Il l'a expliqué ce matin sur France 2. Nous revendiquons l'exercice du pouvoir. Oui. Nous savons aussi, comme nous l'avons dit dès le 12 juillet en écrivant à nos homologues, que nous n'avons pas de majorité claire et qu'il nous faudra faire des compromis projet par projet. C'est ça que j'appelle un accord de non-censure. Et je le redis, au bloc central, de ne pas oublier les conditions de son élection, qu'il va leur falloir choisir entre un gouvernement de gauche, désormais aussi imparfait qu'il soit, mais qui est prêt à des compromis sur son projet, et l'extrême droite qui, au fond, manie la carotte et le bâton. Ce serait une solution, cet accord de non-censure? Est-ce qu'il vaut mieux pas un gouvernement de gauche issu de ce compromis plutôt qu'un gouvernement dirigé par la droite? Mais, en fait, c'est une chimère. Parce que les points que M. Vallaud, en fait, propose de discuter d'un projet commun avec les macronistes. Oui, or, ce dont vous ne voulez pas. Mais, monsieur, regardez, je vous donne juste un exemple. Jeudi dernier, c'était notre niche parlementaire à l'Assemblée nationale. Je vois M. Vallaud et ses amis et d'autres dire premier point d'un accord qu'on pourrait rechercher, abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Ça vous a peut-être pas échappé, mais jeudi, nous avons inscrit à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Les députés macronistes ont bloqué pendant toute la journée. C'est l'obstruction. Toute la journée, ils ont bloqué l'Assemblée nationale pour éviter que ce texte soit voté. Vous croyez que maintenant, comme par magie, une semaine plus tard, ils vont dire bon, finalement, on accepte ce point-là. Je ne crois pas. Donc c'est bien ce que dit Patrick. Je ne crois pas. La situation est figée à l'Assemblée nationale. Je crains que les trois blocs qu'on observe ne permettent pas aujourd'hui d'avoir une solution qui soit une solution stable. Je crains ça. Donc c'est pour ça que vous dites qu'il faut qu'Emmanuel Macron démissionne. Exactement. Mais il a dit qu'il ne le ferait pas. Ça ne changera pas l'Assemblée s'il démissionne. Mais pourquoi ça ne changerait pas l'Assemblée ? Parce que l'Assemblée ne peut pas être... Parce que vous pensez qu'un président nouvellement élu ne peut pas, par exemple, décider de modifier la Constitution par référendum ou de changer le mode de scrutin et de convoquer... oui, mais... Ça prend du temps, ça. Je comprends en attendant, je comprends bien, mais moi, entendez mon propos. Qu'un président puisse changer les règles. Moi, j'essaye, je veux bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi, ça s'appelle la démocratie. Mais moi, j'essaye de trouver une solution pour mon pays. Et j'essaye de trouver une solution qui soit une solution de stabilité. Et je pense que cette solution de stabilité aujourd'hui, elle passe par le départ du président de la République, parce que je pense qu'il est le responsable de l'instabilité. Alors vous pouvez dire, Emmanuel Bompard, vous n'aimez pas Emmanuel Macron, etc. Je vous fais remarquer quand même que quand M. David Lisnard, qui n'est pas un ami politique à moi, c'est le président de l'Association des maires de France, dit la solution c'est le départ d'Emmanuel Macron. Quand M. Charles de Courson, qui est quand même Charles de Courson, on ne peut pas dire que ça soit un révolutionnaire. C'est le nouvel ami d'Éric Coquerel. Oui, mais Charles de Courson, c'est quelqu'un, je ne veux pas avoir de propos désobligeants à son égard, mais c'est quelqu'un quand même d'assez modéré. Bon, quand vous avez M. Copé qui dit ça, quand vous avez le maire socialiste de Sedan qui dit ça, c'est la décision d'un homme. On est d'accord. Ça devrait quand même vous interroger que de plus en plus de voix disent la solution, elle passe par le départ du président de la République. Mais il ne veut pas. Il l'a encore répété hier. Oui, ça, vous savez, je crois me souvenir qu'un mois avant la dissolution de l'Assemblée nationale, il disait qu'il ne voudrait pas dissoudre l'Assemblée nationale. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne voit pas clairement. Effectivement, vous avez raison de citer tous ces gens-là, mais ils ne disent pas non plus quel serait le débouché d'une démission du président de la République. Sur quoi ça débouche? Ça débouche sur une nouvelle élection présidentielle dans un délai de 20 à 35 jours. Et moi, je dis encore une fois, je vous croyais davantage parlementariste. Mais pardon, votre programme L'Avenir en commun, c'est un programme d'inspiration parlementaire. Exactement. Et là, vous dites, la solution, elle doit passer par un changement du président de la République. On en revient au monarque républicain qui décide de tout. Mais Patrick Cohen, qui a le pouvoir de nomination du Premier ministre, c'est pas les parlementaires. Vous en êtes bien d'accord, c'est le président de la République. Mais attendez, je vais vous rassurer. Moi, j'aime pas la Constitution de la Ve République. Je suis pour passer à une 6e République. Et d'ailleurs, je pense que la situation qu'on observe
elles devraient tous nous interroger sur à quel point la Ve République nous a mis dans une impasse. C'est-à-dire que vous avez un président qui est très largement rejeté aujourd'hui, mais qui tient encore l'essentiel des pouvoirs. C'est un problème. Donc je suis pour la 6e République. Depuis 2 mois, il s'est mis en retrait. C'est pas lui qui tient le pouvoir là depuis 2 mois. C'est lui. C'est Michel Barnier. C'est lui qui a décidé de nommer M. Barnier. C'est lui qui a décidé d'inventer une nouvelle règle sur la non-censure a priori. Donc votre prochain président de la République, il nommerait pas le Premier ministre? Non, je ne vous dis pas ça, je vous dis que le prochain président de la République, il engagerait, ça c'est ce que nous avons toujours défendu dans nos campagnes présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon, il engagerait un chantier constituant pour passer à une 6e République, qui serait une 6e République davantage parlementaire, puisque vous m'interrogiez sur ce sujet, c'est-à-dire une République dans laquelle le Premier ministre, il émane d'une majorité des députés à l'Assemblée nationale, comme fonctionnent à peu près toutes les démocraties européennes. Il y a très peu de démocraties européennes qui fonctionnent sur la base d'un régime présidentiel.